Bienvenue dans cette deuxième émission de la Web TV anthropologique. Merci pour vos retours suite à la première qui a eu l'air de convenir, d'intéresser, sinon de plaire à un certain nombre de personnes. Et n'hésitez pas à m'adresser bien sûr vos retours et vos critiques. Nous allons essayer d'améliorer un peu à la fois la forme et le fond, mais toujours est-il qu'il nous tient très à cœur de vous informer de ce que les médias cherchent à vous cacher, évidemment au service du pouvoir en place. Et l'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux manifestations d'hier et aux innombrables violences policières qui ont à nouveau eu lieu, sachant qu'en France aujourd'hui, il est déconseillé de parler de violences policières, car évidemment les violences policières n'existent pas. Pourtant, nous avons observé depuis des mois et des années que la brutalisation des interventions est au cœur de la stratégie du pouvoir, et en particulier d'Emmanuel Macron servi par Gérard Darmanin, d'une manière qui évidemment choque le monde entier. Nous voyons apparaître des procédés qui sont totalement illégaux, qui non seulement sont illégitimes, brutalisants, violents, mais qui de surcroît sont illégaux, comme le tabassage en règle de manifestants innocents, le nassage, c'est-à-dire le fait d'enfermer les manifestants dans un espace sans qu'ils puissent en sortir. Et donc c'est devenu le pain quotidien de la police macronienne. Et on a effectivement une masse de vidéos qui relatent les arrestations et les matraquages arbitraires, qu'il s'agisse de journalistes, de passants, de clients de magasins, de jeunes femmes. Vraiment, cette soldatesque ne recule devant aucune brutalité. Et ce que nous disent les personnes averties, comme Alexandre Langlois, ancien agent du renseignement territorial de la police, c'est que la brigade qui commet le plus de ces exactions, la fameuse Bravem, je ne sais pas ce qu'elle a de brave, a été constituée à cette fin pour fracasser du manifestant à tout prix et au mépris des droits des citoyens et de l'état de droit. Nous avons tous la compréhension qu'il y a une énorme différence entre les forces de l'ordre qui sont là pour protéger la population et les institutions de l'État, et une soldatesque agressive qui est là pour protéger le gouvernement contre la population, dès lors qu'il y a aujourd'hui ce décalage entre la puissance instituante du peuple et le pouvoir institué qui est à l'Élysée, à Matignon, dans les ministères. Alexis Haupt, un philosophe vers lequel j'aime beaucoup me tourner, il porte des éclairages extrêmement intéressants et c'est un vrai philosophe, c'est pas comme Raphaël Enthoven ou Bernard-Henri Lévy qui sont des affidés du pouvoir, qui n'ont rien à voir avec la philosophie à vrai dire. Et Alexis Haupt souligne que ce ne sont pas des manifestants qui se font frapper et éborgner par les CRS, ce sont des citoyens français. Nous sommes censés être en démocratie et ceux-là même qui sont censés avoir le pouvoir, les citoyens, ne sont pas protégés par la police, pire, ils se font matraquer par celle qui a vocation à les protéger. Et tout cela parce que les citoyens se plaignent des abus de pouvoir de l'exécutif. Pour ne pas voir la dérive autoritaire dans le pays, conclut-il, il faut être soit dans le déni, soit bien payé, c'est-à-dire fact-checker ou un Enthoven du style. Je ne vois pas d'autre possibilité. Faut-il rappeler que le syndicat des avocats de France a dénoncé les charges policières, les NAS, les interpellations massives. Le syndicat de la magistrature a rappelé que l'autorité judiciaire n'est pas au service de la répression du mouvement social. La Commission des droits de l'homme de l'ONU s'inquiète en relevant que la France a atteint un degré de violence policière qu'on ne trouve pas en démocratie. Peu importe. Pour ceux qui nous gouvernent, il suffit, mais ils sont confortés par 3 ans de déni autour du Covid, de dire que les choses n'existent pas. Donc, il n'y a pas de violence policière en France. Gérard Darmanin a dénoncé les fake news que constituent les violences policières. Et nous sommes dans cette situation totalement schizophrénique où nous les voyons à l'œil nu. Nous voyons cette agressivité barbare qui se déchaîne contre des gens désarmés. Et le gouvernement, cela n'existe pas. Et tous les petits sbires et capots qui servent servilement, bien sûr, le pouvoir, répétés d'un seul corps, d'un seul cœur et d'un seul corps, il n'y a pas de violence policière.
Alors évidemment qu'il y a de nouveau toute une manipulation de l'opinion avec des modalités de langage soigneusement choisies et qu'on vient vraiment d'entendre comment les choses sont dites pour mieux apprécier le dessein de ceux qui mettent cela en œuvre et énoncent ces paroles. Et vous aurez repéré dans les modalités de langage de Darmanin et Macron récemment à quel point ils se réfèrent systématiquement à la violence extrême. Violence extrême des manifestants pacifiques, violence extrême de la gauche, violence extrême de Mélenchon, violence extrême des commentateurs qui osent parler de violence policière, et tout ceci est un détournement d'attention pervers, c'est-à-dire que la violence existe, elle est nourrie délibérément par l'État, mais l'État l'a fait attribuer à ceux qui n'en sont pas responsables dans une tentative d'emberlificoter le chaland. Et tant que la presse unanime est à leurs ordres, ça a malgré tout une certaine performance. Alors un observateur averti ce matin a relevé vous entendez en continu le chiffre de 108, nombre de policiers blessés hier, et les manifestants, me direz-vous, rien, pas un chiffre. Aucun manifestant blessé si vous écoutez les médias. Rien. Voyez ? Et ça, c'est cet effacement du réel dont nous a parlé George Orwell, qu'on a vu à l'œuvre dans l'URSS stalinienne, et qui est devenu le mode de gouvernement par défaut du gouvernement français actuel. Pas de manifestants blessés. Par contre, les 108 policiers blessés, eux, témoignent de la violence extrême des manifestants. Alors évidemment qu'il faut remonter à la racine, et Albert Camus, Dieu sait s'il faut se référer à lui ces temps-ci, avait souligné toute forme de mépris si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme. Et en ce qui concerne le mépris, je crois que le président de la République actuelle, enfin celui qui occupe ses fonctions, sans en avoir la dignité ni même la légitimité, dès lors qu'il a été élu à la faveur d'un putsch judiciaire, eh bien en font un abondant usage. Alors tout ceci est préparé de longue date, je l'ai déjà décrypté. Le gouvernement a commandé des armes de guerre pour équiper ses forces de l'ordre. Il y a déjà un certain nombre de lunaisons, et vraiment des armes de guerre, pas des armes de maintien de l'ordre. Et puis tout récemment, en mars 2023, en pleine crise sociale, Macron a commandé 10 millions de lacrymogènes. 10 millions de lacrymogènes, ok, ça permet de voir venir. Et nous avons bien sûr en mémoire ces scènes terribles de la répression des Gilets jaunes, de nouveau manifestants pacifiques pour l'immense majorité d'entre eux qui se sont retrouvés mutilés, qui ont perdu des mains, qui ont perdu des yeux, qui ont des séquelles à vie, parce que le gouvernement se sent autorisé à détruire ainsi les citoyens qui osent s'opposer à lui. Alors j'ai une pensée pour Fiorina, âgée de 20 ans, et des dizaines d'autres éborgnés par le pouvoir macronien et qui vient de donner naissance à une petite fille, je crois. Mais l'impunité de cette violence d'État est absolument intolérable. Heureusement, quelques esprits consciencieux et encore dotés d'humanité le soulignent, comme l'humanité, les gueules cassées du macronisme. Nous sommes dans une violence d'État d'une ampleur sans précédent. Et vous voyez, parfois, l'État est condamné. Par exemple, un jeune est borgné de manière totalement arbitraire par un tir de LBD, 15 000 €. Œil pour œil, dent pour dent, nous avons dépassé ce stade heureusement, mais donc selon la justice française, quand l'État éborgne un innocent, cela vaut 15 000 €. C'est quand même faire peu cas de la vie humaine. Et donc comprendre que c'est une stratégie depuis le début pour des raisons psychopathologiques et politiques sur lesquelles j'arriverai dans quelques instants est essentiel. Le magazine Reporter avait montré par exemple comment autour des manifestations de Sainte-Soline, autour des bassines, le gouvernement avait préparé l'opinion au fait qu'il y aurait possiblement un mort et effectivement un jeune se trouve encore entre la vie et la mort. Et voyez, magistrats et avocats, même BFM Télé le reconnaît, dénonce un maintien de l'ordre qui tue, mutile et blesse. C'est désormais l'agenda des psychopathes pervers qui sont au sommet de l'État. Alors, il vous souviendra que BFM TV, grand média collaborationniste, a choisi de ne pas parler de violence policière.
Ça avait été souligné par Mediapart. On sait qu'il y a eu une bronca de journalistes aux Parisiens et à France Inter, si je ne m'abuse, disant « mais on ne peut pas couvrir les événements avec autant de malhonnêteté ». Eh bien si, c'est dans l'air du temps. Et en ce qui me concerne, quand les manifestations contre la réforme du régime des retraites se sont manifestées, j'ai exprimé ma satisfaction de voir enfin le peuple français réagir, mais c'est déjà il y a 3 ans en arrière, quand on a piétiné les libertés personnelles et publiques et les droits constitutionnels qu'il aurait fallu réagir, mais tout en ayant conscience que le gouvernement ne demande rien d'autre. Et notamment parce qu'il y a une vulnérabilité des systèmes de pouvoir au profil pervers, qui se laisse voir à travers toute l'histoire, mais parce que l'occupant actuel de l'Élysée relève d'un profil psychopathologique connu, documenté et extrêmement inquiétant, qui s'appelle la tétrade noire. Alors, j'ai fait tout un décryptage du profil psychopathologique d'Emmanuel Macron dans une émission que vous trouverez sur ma chaîne YouTube à la référence qui apparaît actuellement à l'esprit. Ce qu'il importe de savoir aujourd'hui, c'est que certains individus relèvent d'un fonctionnement psychique qui n'a rien à voir avec celui du commun des mortels, des gens normalement névrosés, c'est-à-dire qui sont capables d'avoir une empathie quant à ce que vivent les autres, d'avoir des scrupules et une culpabilité quant à leur comportement. La culpabilité, c'est quand nous nous comportons d'une manière qui transgresse notre système de valeurs, donc on se sent coupable, mais il y a des gens qui sont totalement dépourvus de culpabilité, de scrupules et d'empathie. C'est ce qu'on appelle la tétrade noire aujourd'hui en psychologie. Et donc, ce sont des individus qui ont comme caractéristique d'être machiavéliques. Ils manipuleront et menteront de la manière la plus éhontée sans en avoir le moindre regret ou le moindre frémissement. Donc, il n'y a pas de violence policière. Vous pouvez mutiler des gens, ce ne sont pas des violences policières. Trompeur, dissimulateur, vengeur, cynique, immoral, perfide, Le traître et le néant, un ouvrage consacré par 2 journalistes d'investigation à la personnalité d'Emmanuel Macron, montre que c'est un calculateur qui n'a aucun scrupule à mentir à qui que ce soit. Le narcissisme, c'est « il n'y a que moi qui existe », et on voit bien dans la manière dont le chef de l'État français s'obstine, s'enferme, s'arc-boute. Je ne donnerai jamais raison à qui que ce soit, car je suis le seul à avoir raison. Alors que, je l'ai relevé hier, le propre d'un chef d'État responsable, c'est de savoir céder. Et le côté psychopathe, c'est ce charme superficiel, c'est cette surestimation constante de soi, la tendance pathologique au mensonge, la duperie et la manipulation, l'incapacité à planifier à long terme, l'absence de culpabilité, l'irresponsabilité, le manque d'émotion et d'empathie. Et donc, quand vous montrez à quelqu'un qui a ces traits des images d'une jeune personne éborgnée ou mutilée, il ne se passe rien dans son cerveau. Donc, il faut comprendre que la France, aujourd'hui, est aux mains, bien sûr en la personne du chef de l'État, mais aussi d'un grand nombre de personnes aux commandes. Pour moi, Gérald Darmanin, Olivier Véran, Éric Dupond-Moretti sont des gens qui manifestent tous les mêmes caractéristiques. Ils ne se trompent jamais, ils ont toujours raison, ils peuvent prétendre ce qui leur convient et ils n'ont aucun égard pour autrui. Alors, ça peut sembler choquant et de nouveau, il s'agit d'un profilage psychologique et non pas d'un diagnostic psychiatrique. Un psychiatre italien s'est intéressé à la personnalité d'Emmanuel Macron et a fait des vidéos pour décrire la réalité de cette construction. Vous trouvez ça sur la vidéo précédente dont je vous ai donné la référence, mais il faut savoir que ça n'est absolument pas rare qu'on trouve au sommet de l'État des gens qui sont dans ce type de profil psychopathologique, et notamment avec une obsession de l'autorité. Et comment est-ce qu'on distingue ? Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour accéder aux plus hautes fonctions de l'État, il faut être dans un fonctionnement psychique particulier. Quelqu'un de normal, sensible et humain ne se lancera pas dans cette course. Ça ne veut pas dire que tous les dirigeants soient des sociopathes ou des psychopathes, mais un certain nombre d'entre eux, oui. Et quels sont les critères qui permettent de les identifier ? Ceux que je vous ai décrits précédemment. Alors, cet égarement de Macron, mais qui est gravissime, parce que c'est quelqu'un qui est en dérive psychopathologique, est observé par
tous ceux qui sont capables de porter un regard sur la scène politique. Même le Parisien qui appartient à Bernard Arnault et qui cire les pompes du pouvoir à année longue, relève. Macron est de plus en plus isolé, il n'écoute personne. Hors sol, méprisant, pas à l'écoute. Il faut comprendre que le chef de l'État est dans une perte de contact avec la réalité. Il y a des soupçons d'addiction à la cocaïne. Je ne peux rien affirmer, mais il manifeste toute la symptomatologie des personnes addictes à la cocaïne. Et si tant est que ce risque existe, la consommation excessive de ce produit rend mégalomane, paranoïaque et incapable de tenir compte du réel. Donc, il y a péril en la demeure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le monde entier le voit. Vous voyez, le journal allemand Der Spiegel a titré « Macron a-t-il encore toute sa tête ?» en demandant s'il n'était pas en train de devenir dangereux. Barbara Stiegler, grande philosophe, dans Marianne, une tribune dans l'hebdomadaire Marianne, a souligné la personnalité du président Macron inquiète désormais tous les observateurs. Il faut bien entendre, ce que j'énonce là n'est pas une objection politique, ça serait ignoble d'utiliser la psychopathologie ou l'argument psychiatrique pour faire de la politique, mais nous sommes face à quelqu'un dont tous les comportements, les attitudes et ce qu'il révèle montrent qu'il est en dérive grave et avec une violence débridée vis-à-vis de la population française. Alors tout ça n'est possible que parce qu'il y a un nombre suffisant de complices de cette dérive, les petits instruments du pouvoir, et notamment l'inénarrable Raphaël Enthoven, philosophe, dit-on. Moi j'avais souvenir que la philosophie était l'amour de la sagesse, et qui lui renverse systématiquement les choses en faveur du pouvoir macronien. Donc parlant de nous, de tous ceux qui nous apercevons qu'il y a un problème et qu'il convient de faire quelque chose par rapport à ce problème, Enthoven, lui, dans l'Express, bon, évidemment, un grand canard désinformateur qui n'a plus rien à voir avec de la presse, mais qui n'est plus qu'un organe de propagande, donc dit, les insoumis ont industrialisé la pratique du mensonge. Ah, moi j'avais souvenir que c'était Macron, Darmanin et Véran. Non, c'est les insoumis. Et donc ce type qui n'a aucune qualification sérieuse en philosophie, qui n'a jamais rien écrit d'intéressant, vous voyez, on est dans la culture du spectacle. C'est-à-dire qu'on brandit quelqu'un qui n'a aucune compétence et qui est même grotesque dans celle qu'il affirme avoir, et on dit, lui c'est un philosophe, comme si jamais les gens allaient gober une imbécilité pareille. Et donc lui, de mèche avec Julien Pain, Rudi Reichstadt, Thomas Durand, et donc tous les petits caporaux de ce renversement, de cette inversion accusatoire, se pose la question philosophiquement, comment lutter contre le désir de croire de tous ceux qui critiquent Macron? Que faire quand tant de gens veulent être dupes? Comment éviter qu'en matière de fake news, les gens choisissent de s'intoxiquer eux-mêmes en faisant croire que la France est dans une situation difficile alors qu'il s'agit de protéger l'ordre républicain? Voyez ? Et donc, c'est vraiment cette question que je posais hier. Tant que la presse ne fait pas son travail et invite des personnages pareils en les présentant comme des gens crédibles, eh bien, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Alexis Haupt lui souligne, qui lui est réellement philosophe, « J'ai toujours aimé le journalisme, c'est pour ça que je dénonce le journalisme de connivence. J'ai toujours aimé la démocratie, c'est pour cela que je dénonce la pseudo-démocratie représentative. » Et il conclut, « J'ai toujours aimé la philosophie, c'est pour cela que je dénonce Enthoven. » Et nous avons vraiment à mesurer ce à quoi nous avons affaire, ce à quoi nous nous affrontons, en nous souvenant de la dernière parole que j'espère ne pas être prophétique de George Orwell avant sa mort. Si vous voulez une image du futur, imaginez une botte piétinant pour toujours un visage humain. C'est là le seul agenda d'Emmanuel Macron, et il fera tout pour conduire la France au bord du gouffre. Dans une guerre civile et un état de siège, il est urgent que tous les êtres conscients, éclairés et ayant conservé une humanité s'allient pour mettre un stop à un chef de l'État qui est devenu le principal danger pour la France. Je termine à cette émission
Certaines personnes m'ont fait remarquer hier que le 1er mai n'était pas la fête de Saint-Joseph. J'ai mentionné le fait que ma compétence documentaire fait partie de mes forces dans mon travail. Bien sûr, quand on fait un travail d'intelligibilité, il est toujours possible de se tromper, donc n'hésitez pas à me signaler les incorrections ou les erreurs que je commettrai. Prétendre être un penseur ou un chercheur et ne jamais se tromper, il faut être aussi fou qu'Enthoven et les autres pour y croire. Donc il peut m'arriver de me tromper, mais toujours est-il que le 1er mai est la fête de Saint-Joseph Travailleur. La fête de la Saint-Joseph est le 19 mars, mais le 1er mai, c'est celle de Saint-Joseph Travailleur. Donc voilà, espérons que le travail retrouve sa dignité, espérons surtout que les gouvernants cessent de brutaliser, de maltraiter, de mutiler et de tuer le peuple français qui a le droit de s'opposer à un projet porté par des gouvernants qui n'est plus en phase ni avec la représentation nationale, ni avec le peuple dans son ensemble. Je vous remercie. À demain.